Cela fait maintenant plus d'un mois et demi que j'utilise ce PC portable HP EliteBook X G1A que le constructeur HP m'a envoyé dans le cadre d'un test longue durée. J'en ai déjà parlé juste avant de partir au CES. Objectif, voir si une telle configuration parvient à me faire oublier mon setup de travail en mobilité auquel je suis très attaché. Si vous me suivez, vous savez peut-être de quoi je parle. Il est question de l'utilisation d'un Apple MacBook Air M3 en 13 pouces combiné à ma paire de lunettes X-Real R2. Alors, cette paire de lunettes-là, elle n'est pas toute récente. Néanmoins, si vous voulez vous faire une idée de ce qu'on peut faire avec ça, vous pouvez aller regarder ma vidéo de test complet. Moi, je l'utilise vraiment régulièrement pour de multiples raisons. En voyage, ça me permet de travailler dans des zones un petit peu confinées où on ne peut pas toujours déployer l'écran du PC portable, même avec une solution compacte comme ce HP EliteBook X G1A. Ça, je l'ai utilisé à l'aéroport à Las Vegas sur mon trajet de retour, simplement parce qu'on voit aussi des produits parfois sous embargo. Ça nous permet de nous assurer une certaine confidentialité, et quand on peut en plus coupler cela à une machine qui est compacte et polyvalente, ça devient encore plus génial. Mais il y avait quand même dans tout cela, pour certains logiciels, des licences que je n'avais pas dans l'environnement macOS et dont je disposais dans l'environnement Windows. Et c'était pour moi du coup la double motivation à m'intéresser à ces produits dont on nous dit que désormais ils sont équipés de plateformes capables de répondre à des usages polyvalents et avec des bonnes batteries, avec des bonnes autonomies, même si on est sur des châssis comme celui-ci qui est élégant, fin, portable, c'est léger. Bon, bref, tout ça, je vais vous en parler dans cette vidéo. Du coup, quand j'ai eu les équipes de chez HP avec qui j'ai abordé ce sujet et mon souhait de vraiment voir si on peut avoir une machine sous Windows qui se dit aussi polyvalente et endurante, j'ai été très vite mis en relation avec la division professionnelle au sens en charge des produits pro de chez HP. Et les critères étaient les mêmes. Je les remercie d'ailleurs pour le temps qu'ils m'ont accordé, et puis je les remercie aussi pour cette confiance, pour cette vidéo longue durée qui est réalisée en partenariat avec HP. Et dans ce changement, il est vrai que j'avais quand même pour souhait de faire évoluer certains critères, mais pour moi, les objectifs au global restaient les mêmes. Une machine qui soit polyvalente pour travailler en mobilité, y compris sur des choses comme du montage vidéo, qui reste aussi ma grosse activité, et en prime, lever certaines limitations, alors qui sont certes imposées par la version du MacBook Air que j'ai moi, mais à savoir en l'occurrence la faible capacité de stockage, et ce n'est pas la seule. On pourrait se parler par exemple de la connectique, mais je vais y revenir, et dans le cas de ce HP ici, ce n'est pas le cas, alors que c'est un petit peu plus confort. Comme d'habitude, sur la chaîne, je vais revenir rapidement sur la partie caractéristiques techniques. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une machine qui ne va pas juste assurer les fonctions d'une super machine à écrire. J'ai été assez clair dans l'introduction. On peut avoir une utilisation polyvalente dans une machine qui ne va pas avoir besoin d'être alimentée en permanence. Comme je l'ai dit, j'étais un petit peu bridé par la capacité de stockage du MacBook. Ici, le SSD, il est quand même assez confortable. On a 1 Teraoctet. Côté mémoire vive, dans cette configuration, j'ai 32 gigaoctets. Là aussi, c'est plutôt appréciable et j'ai pas eu l'impression d'avoir une machine à bout de souffle. C'est indispensable pour une utilisation professionnelle. On n'a pas envie que ça rame. Faut que ça marche vite et qu'on ne se prenne pas la tête. Et si HP m'a aussi orienté vers cette configuration-là, avec une puce AMD Ryzen AI HX Pro 375, c'est aussi pour les capacités liées à l'intelligence artificielle, avec ces NPU capables d'assurer 55 TOPS pour Tera opérations par seconde. C'est bien au-delà des prérequis d'un truc comme Copilot, par exemple, qui nous dit « Ouais, nous, c'est plutôt du 40 TOPS qu'il nous faut. » Là, on est plutôt confort sur ce sujet-là. Et puis, on peut aussi rajouter que cette architecture AMD XDNA2 travaille également avec une puce AMD Radeon 890M pour être assuré, là encore, d'avoir une bonne base, un bon socle pour la partie GPU sur l'utilisation qu'on lui réserve pour ce type de machine. On va pas se mettre en mode hardcore gaming là-dessus. C'est une puce qui est polyvalente, mais qui aura ses limites quand même.
Évidemment que les dimensions, le poids et la qualité de l'écran sont autant d'arguments, enfin de points super importants pour une machine que je vais emmener à peu près partout avec moi en déplacement. C'est très important et là-dessus, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il n'y a pas de fausses notes avec ce chapitre consacré à l'ergonomie. De ce qui m'a plu, c'est que je trouve clairement que le format 14 pouces, c'est très bien. C'est très bien sur le papier comme à l'usage. On est sur une machine qui mesure 31,2 cm de large, 21,46 cm de profondeur et c'est un petit peu plus haut à l'arrière, à savoir que l'on a 1,3 cm d'épaisseur et on est sur 0,9 cm d'épaisseur à l'avant. Tout cela pour un poids d'environ 1,5 kg. Alors oui, c'est plus lourd que mon MacBook, mais autant vous dire que ça reste quand même tout à fait supportable dans le sac à dos. En fonction de la durée de vos déplacements, il faudra aussi prendre en compte le poids du chargeur, du bloc secteur, qui lui pèse 430 grammes. Alors oui, c'est plus lourd que le chargeur du MacBook Air. On est sur un chargeur qui a également un très grand câble, ce qui peut présenter un avantage indiscutable, là encore, situation de mobilité. Et puis surtout, on est ici sur un bloc secteur qui permet de recharger assez rapidement puisqu'il peut délivrer jusqu'à 100 watts. Je vais y revenir dans la partie consacrée à l'autonomie. Et puis, vous pourrez aussi laisser le chargeur, pourquoi pas, à la maison. Parce que, par exemple, dans le cadre de mon voyage au CES, naturellement, je l'ai pris avec moi, mais j'aurais pu m'en passer. J'aurais pu m'en passer, pourquoi? Tout simplement parce que j'avais aussi un autre bloc secteur qui lui intègre plusieurs, un produit en cœur, qui lui intègre plusieurs USB type C et plusieurs USB type A. Et sur des voyages que je vais faire à l'avenir, je vais juste prendre ce truc-là qui va me permettre de recharger les batteries de l'appareil photo, recharger le smartphone par exemple, etc. La montre également connectée si réellement je pars longtemps. Mais surtout, je n'aurai plus qu'à prévoir qu'un simple câble USB avec lequel je viendrai alimenter le PC portable. Alors je ne vais pas récupérer toute la puissance de charge du bloc qui est livré en série, mais ça va fonctionner. Et d'ailleurs, je l'ai vérifié également ici de retour à Paris, parce que je ne l'ai pas forcément soumis à ça dans l'avion, dans le départ pour Las Vegas, parce que je ne l'ai pas vidé complètement, et puis je ne l'ai pas soumis non plus sur place, mais ici j'ai déjà pu vérifier qu'avec ma batterie portative, également de marque Anker, la A1695, ça fonctionne. Alors ça, c'était un petit peu pour la partie presque logistique, mais dans l'appréciation de l'ergonomie, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai pu apprécier, justement, que j'ai pu valider durant mon test, et ça passe naturellement par la qualité du clavier, le confort de la frappe, et ce rétro-éclairage du clavier également qui est ajustable. C'est un petit détail, bien entendu, mais c'est là, ça fait plaisir, et sur un châssis de 14 pouces, on a quand même des touches qui sont assez large, la frappe est courte, elle est silencieuse et j'ai trouvé que les touches tombent très bien sous les doigts, tout simplement parce qu'on a des repose-poignets qui sont assez spacieux pour ne pas aller saboter le travail en venant presser le touchpad par erreur. De ce côté-là aussi, d'ailleurs, du côté du touchpad, il n'y a rien à signaler parce que on a de la place et vous voyez quand même que ce touchpad, il est assez grand et en plus, il est précis, efficace et on a toujours ces multiples commandes tactiles que l'on retrouve désormais sous Windows. Alors oui, on est sur une machine plutôt premium et donc on va pas crier au génie de nous avoir combiné tout cela et nous proposer quelque chose de valable, de validé pour ma part, mais néanmoins, il faut quand même le mentionner ici. Et puis toujours sur cette partie ergonomie, du côté des choses qui m'ont quand même bien fait plaisir dans cette transition avec le MacBook, je ne tiens absolument à offusquer personne, je vous relate ce qui pour moi a de l'importance et ce que j'ai trouvé cool, et bien c'est tout simplement une transition vers une meilleure connectivité. Ici à gauche, j'ai de l'HDMI, j'ai deux prises USB type C, la prise casque, et puis de l'autre côté, je vais retrouver un autre connecteur USB type C et un connecteur USB type A. Là aussi, pour moi, c'est un argument de taille, parce qu'il faut considérer que quand je pars, je peux partir avec différents accessoires, dont celui-ci, et je vais vous en reparler, le lecteur de carte mémoire, pourquoi pas un lecteur de disque dur externe, si je ne veux pas tout transférer sur la machine, si je veux sécuriser, doubler et avoir ça sur un SSD, par exemple, on ne sait jamais, je peux me faire voler la machine, je peux avoir de la casse, bref, je
peux avoir envie de sécuriser mes tournages quand je pars sur une semaine à Las Vegas, comme j'avais commencé donc à le dire à l'instant. Pour moi, USB Type C, c'est ça. C'est l'alimentation de cette solution ici X-Nomad, qui, je vous le rappelle, est un double écran de 13 pouces, qui vient tout simplement s'adapter ici aux petits oignons. Et je me retrouve avec une configuration triple écran. Certes, ça rajoute du poids, mais ça rajoute tellement de confort à l'utilisation quand on fait du montage. Le double screen, c'est génial. Et donc le triple screen, eh bien, je vous laisse imaginer. Alors oui, ça pourrait passer par des lunettes, ce genre de choses. Ce qui m'emmène maintenant, donc du coup, à vous parler cette fois-ci de la qualité de l'écran. Bon bah là, c'est du caviar. Je vous l'ai dit, on est sur ce modèle-ci sur une dalle OLED tactile en 2880 par 1800 pixels. Rien que ça, déjà, ça coche pas mal de cases sur le côté, ce qu'on peut attendre d'un bel écran. Donc pour tout le monde, il est important que ce soit un écran de qualité, naturellement. Qui a envie d'un écran de mauvaise qualité sur ce segment de machine? Personne. Et dans mon cas, il est d'autant plus important qu'il soit bien calibré. Alors je pourrais m'en tenir à cela et vous dire, oui, il est bien, il est lumineux, c'est beau, c'est de l'OLED, c'est très sympa. Mais je vous rappelle que j'ai une sonde. Et du coup, je me suis dit, ça donne quoi si on soumet l'écran OLED de cet ordinateur à la sonde, et c'est la voix off qui vous partage les résultats des mesures. Si on connaît les atouts de l'OLED pour la sensation de netteté et de contraste que cette technologie procure, ses forces deviennent d'autant plus agréables lorsque cela s'accompagne en plus d'une reproduction fidèle de l'image. Concernant la luminosité d'abord, la sonde confirme la promesse de HP avec une luminosité moyenne mesurée à 400 nits environ. Et je ne vous parle pas là d'une valeur qui n'est atteinte qu'en pic. À vrai dire, le pic à 10% est à 405 nits, mais cette luminosité reste stable, y compris lorsque la mire blanche occupe 100% de la dalle de cet écran 14 pouces. La mesure de l'échelle de gris traduit une excellente stabilité des couleurs avec un delta E 2000 moyen pour cette mesure de 1,92 et une dérive maximale qui se situe à 2,77. Autant vous dire que vous ne percevrez aucun défaut sur cet aspect à l'œil nu. Le suivi des courbes de référence est exemplaire lui aussi, signe également que cette dalle gère très bien cette échelle de gris. À y regarder de plus près, on peut remarquer que la teinte rouge prend très légèrement le dessus sur toute la mesure, mais finalement, cela rend cette dalle plus confortable pour une utilisation prolongée. En tout cas, c'est plus agréable qu'avec la production d'une lumière bleue. Quant à la fidélité même des couleurs, elle est tout bonnement excellente, comme en attestent ici ces mesures. La sonde a relevé un delta E moyen de 2,05 et une dérive maximale de 5,84 pour le bleu pur, qui ne devrait toutefois jamais franchement vous perturber. Tout cela est vraiment excellent, y compris sur les mesures de saturation des couleurs ou encore du côté de la couverture colorimétrique DCI-P3 qui affiche ici un exceptionnel 99,89%. Bref, du côté de l'image, il est assez difficile de lui reprocher quoi que ce soit, sachant que, oui, sa dalle est brillante, c'est un écran OLED, et sa luminosité de 400 nits vous obligera peut-être de temps en temps à composer avec les reflets, vous réorienter pour bien lire ce qu'il se passe sur l'écran, mais un écran qui est tactile et qui dans l'ensemble reste très bon. Faut bien avouer que tout ça, ça constitue quand même une base solide pour le métier que je fais. C'est pas négligeable. Comme je l'ai dit déjà, là, je suis parti à Las Vegas avec le XG1A dans le sac à dos. Mais le constructeur a annoncé sur place la suite, la relève avec la version G2. J'insiste, j'ai quand même demandé au constructeur, il n'y a pas d'inquiétude. Ce modèle-ci, il va rester en catalogue. L'évolution, elle, on va basculer sur une dalle en tandem OLED RGB et en plus, on y gagnerait également sur le poids. On m'a dit que l'abaissement du poids serait de l'ordre de 300 grammes. Attention, je pense que ça va aussi se ressentir sur la facture. Ça peut être intéressant parce que tout le monde n'est pas obligé d'acheter la toute dernière génération de la machine, etc. Et si celle-ci, elle baisse, les différentes déclinaisons d'ailleurs de celle-ci baissent côté tarif, ça reste une machine tout à fait satisfaisante. Ce qui m'emmène à vous parler maintenant de la partie performance. Et pour ces performances, pour moi, la bonne nouvelle, c'est que encore une fois, tout s'est bien passé et pour autant sans être sur secteur systématiquement. Et j'en reviens à mon utilisation que j'en ai fait durant mon voyage pour le CES. Et là, c'était dans l'avion avec mes lunettes X-Real, un petit peu coincé en mode en cabine éco. J'ai pu bosser quand même. J'ai pu bosser
notamment sur pas mal de vidéos. Et ça, c'est un véritable point fort pour une machine de travail. C'est ce qu'on en attend. Et c'est pour cette raison qu'un utilisateur professionnel sera disposé à payer plus, à avoir une machine qui ne rechigne pas à la tâche, qui permet de bosser, quelles que soient les conditions ou presque, parce que c'est un peu bête à dire, mais le temps, c'est de l'argent, vraiment. Et quand sur un voyage en avion, quand sur un déplacement, eh bien, j'ai presque autant de temps passé dans les transports que de passer à tourner sur place, interviewer, faire mes images, etc., faut réduire tous les temps morts. Et c'est également nécessaire pour moi que la promesse qui a été faite notamment sur les NPU et sur la partie intelligence artificielle, qu'elle soit tenue, qu'elle se vérifie là-dessus, parce que DaVinci Resolve utilise des fonctionnalités liées à l'IA, a fortiori dans la version studio, l'annulation du bruit ambiant, etc., qui était très importante pour moi dans la partie salon CES, et ça l'a fait, ça l'a géré. J'ai plutôt été agréablement surpris par la qualité des haut-parleurs qui sont ici intégrés de chaque côté du clavier. Je sais bien que vous avez en tête qu'on est là sur une machine tout en finesse, donc ce qui rend la performance, la prestation d'autant plus intéressante, et quoi que vous en pensiez, je peux vous assurer que ça a du sens. Et c'est d'autant plus pertinent qu'on est quand même là sur un PC portable avec un écran OLED de très bonne qualité, naturellement très contrasté, avec une bonne luminosité, qui va pouvoir vous servir dans vos déplacements, regarder vos films, vos séries, à la maison, et puis bien entendu aussi lorsque vous êtes en déplacement, dans une chambre d'hôtel par exemple. Je vais maintenant vous faire mon retour sur un sujet que j'ai envie de qualifier de sensible, à savoir l'autonomie de ce PC portable. Il faut avant tout avoir en tête que HP m'a envoyé la configuration la plus performante de cette EliteBook X G1A, plus coûteuse aussi, mais la plus gourmande en ressources. Si je dis que c'est un sujet sensible, c'est que cette autonomie justement est toujours dépendante de l'utilisation que vous ferez de la machine. Cependant, comme vous l'avez vu, à de nombreuses reprises, j'ai souvent utilisé ce PC portable durant mes déplacements, y compris à l'occasion de mon tout dernier voyage Panasonic, où j'ai pu avancer sur le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder, réalisée d'ailleurs intégralement sur ce HP. J'ai retrouvé en mobilité cette possibilité de répondre à tous mes usages sans avoir besoin de brancher systématiquement ce PC portable au secteur. Une autonomie que j'estime, selon mes différents tests, entre 6h30 et 7h pour une utilisation mixte. C'est en tout cas ce que j'ai obtenu aussi dans le cadre de mon déplacement outre-Atlantique pour le CES. Pour obtenir plus de résultats encore, j'ai bien pensé à installer les applications de test de batterie de UL Benchmark, que je remercie d'ailleurs pour le renouvellement des licences annuelles, mais avec cette EliteBook, les estimations étaient interminables, avec près de 10 heures au compteur d'indiquer, et un pourcentage de batterie qui baissait vraiment très doucement. Autre cas d'usage alors, lorsque je travaille à la maison avec les deux écrans qui sont alimentés par le PC portable. Alors on se parle d'un système qui consomme ici moins de 20 watts pour les deux écrans. Et en utilisation bureautique simple entre surf, mail, texte, etc., répondre sur les commentaires YouTube, le Discord, j'estime cette autonomie à nouveau à 2 heures de plus. Et lorsque je dois me lancer dans des séances de montage cette fois-ci plus soutenues, avec une timeline bien chargée, je suis plutôt aux alentours de 5h, 5h30 d'autonomie, et finalement, c'est pas si mal, et il est clair que cela va me rendre bien des services pendant mes déplacements. Surtout lorsqu'on sait que ce type de petite machine nomade aujourd'hui peut se recharger facilement depuis une prise USB type C et même depuis une batterie externe dont la puissance dépasse 65 watts par exemple. Enfin, je vous affiche ici un graphe qui illustre cette fois-ci les temps de recharge via le bloc secteur de 100 watts et vous verrez qu'il faut moins d'une heure pour faire le 6 à 80% machine allumée et en utilisation mode bureautique, comprenez surf et mail à nouveau. Place au bilan, verdict de ce test longue durée et sans doute un long test aussi pour cette HP EliteBook X G1A. J'espère que jusque-là cette vidéo vous a plu. C'est un peu long, vous en avez assez de m'entendre parler, mais bon, je suis souriant, c'est déjà ça. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas vous dire qu'on est là sur une machine qui sera accessible à tous. On est sur une machine qui va
rentabiliser votre productivité ou qui va être plutôt rentabilisé par votre productivité. Et oui, il faut quand même savoir que cette gamme EliteBook, eh bien, elle n'est pas donnée, rien que le nom déjà, EliteBook. Donc le tarif, eh bien, il démarre à 2648 € au moment où j'enregistre cette vidéo et ma configuration, elle est à 3285 €. Alors, je vous parle de tarifs en TTC, peut-être que certains professionnels raisonneront plutôt en hors taxe, professionnels qui apprécieront la garantie de 3 ans, qui peut-être ne seront pas intéressés par l'univers macOS, les produits de chez Apple. Et puis surtout, j'ai quand même l'impression ici que HP nous réalise une belle machine. Il n'y a rien qui est sacrifié sur le confort du clavier, il est très confortable. C'est quelque chose qu'on valorise sur les machines de chez Apple. Et ben là aussi, je peux vous assurer que c'est confortable. Après, on sait aussi que chez Apple, l'efficience, la basse consommation de ces puces, et la polyvalence de ces puces est redoutable. Ça, on le sait aussi. Pour ma part, ce qui me manquait sur le Mac, enfin sous macOS, et qui là est résolu, c'est la compatibilité de certaines applications. Et pour être complètement transparent avec vous, depuis que j'ai cette machine, je n'ai plus allumé mon MacBook Air. Et pourtant, c'est une machine que j'utilisais quotidiennement. Quotidiennement, elle était sur la table du salon, la table de la véranda, enfin table à manger, parce que hop, on ouvre, c'est ultra rapide, ça s'allume vite, on fait les mails, on fait les commentaires YouTube, on va regarder sur Discord qu'est-ce qui se passe, c'est léger, sans durant, ça démarre super vite. Et c'est autant d'arguments, autant d'atouts positifs que j'ai retrouvés là-dedans, avec en prime l'écran OLED ultra bien calibré, tactile, même si le réflexe n'est pas toujours très intuitif, c'est polyvalent, c'est peut-être moins endurant, je n'ai pas testé de solution MacBook récente, et donc voilà, tout ça pour moi, ça coche plein de petites cases, ça colle à mes usages. Allez, c'est tout pour moi, n'hésitez pas désormais à réagir dans la partie commentaires si vous le souhaitez. Retrouvez-moi aussi sur le Discord. Il va y avoir une espèce de QR code qui va s'afficher ici pour le scanner depuis votre mobile. Vous flashouillez ou vous faites une capture d'écran et puis vous dites à votre bidule, tiens, regarde, il y a quoi derrière ce QR code? Vous aurez un lien Linktree pour retrouver tous mes réseaux sociaux. Sinon, ça se passe dans la description. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!